Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. On évoque toujours l'importance du sexe dans une histoire d'amour, si on veut que cette histoire dure. Alors, moi je préfère toujours parler de l'intimité parce qu'en fait, un couple qui n'a plus du tout de relations sexuelles ni de tendresse est en effet en danger. Mais il y a bien d'autres paramètres qui sont, je ne dirais pas vraiment indispensables, mais quand même pour faire durer une histoire. Et c'est ce dont nous allons parler en compagnie de Samuel Doc. Alors je crois qu'on peut déjà évoquer l'amour, parce que c'est un besoin fondamental. Nous avons besoin d'amour et ça tout au long de notre existence. Alors quand on ne se sent plus aimé par notre partenaire, il y a des chances que ça nuise évidemment à la relation. Alors j'ajouterais l'admiration parce que ça renforce notre estime et notre confiance en nous. Je crois qu'on attend aussi de notre partenaire de l'aide lorsqu'on traverse une difficulté. Et puis il y a bien sûr la communication et ça on en parle très souvent. On a besoin de se sentir compris. Et puis, je crois aussi, et non, je suis même certaine, que pour que le couple dure, il doit avoir des projets communs. Parce que j'entends souvent des auditeurs ou auditrices qui vont se quitter une fois que les enfants sont là, que la maison est construite et que finalement, leur avenir n'est plus très réjouissant. Avec Samuel Doc, peut-être qu'il va nous ajouter d'autres paramètres, mais en tout cas, je vous propose de venir témoigner, de venir poser vos questions en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Samuel Doc. Bonjour Brigitte. Alors j'ai passé en revue quelques paramètres, vous en avez certainement trouvé d'autres. Absolument, je suis d'accord et d'abord ce qui ouvre notre émission d'aujourd'hui, cette nuance que vous faites entre la sexualité et l'intimité, je la trouve absolument fondamentale, absolument précieuse. Il peut y avoir de la tendresse, il peut y avoir de la complicité, il peut y avoir même une subtilité de peau à peau sans sexualité. Je suis d'accord, on a tort de réduire le couple, la conjugalité à la sexualité. Donc je trouve que vous nous offrez une introduction magnifique et je suis d'accord avec ces 5 items que vous nous avez donnés. J'en rajouterai peut-être 2. Oui, je rajouterai peut-être la solidarité, même si ça rejoint cette notion d'aide. Je compléterai en disant être solidaire de l'autre, de ses épreuves, être dans l'empathie justement pour ce qu'il traverse, savoir se mettre à sa place. Et c'est pas toujours facile dans une société où on cherche à tout prix un idéal tout près. Vous savez, j'ai l'image de ce célèbre site où une femme met un homme dans un panier. On veut quelque chose de prêt à aimer. Ça ne marche pas comme ça. Et j'ajouterai le respect aussi. C'est de savoir reconnaître, et je sais que vous avez déjà insisté sur ce point dans des émissions précédentes, sur la différence, sur l'altérité du partenaire et respecter qu'il puisse être différent de nous, faire ses choses, respecter son espace. Ça, je vous rejoins à 100%. Vous l'avez dit dans plusieurs émissions. Donc voilà, solidarité, empathie, respect et tout ce que vous avez dit, je suis absolument d'accord. Et même le projet commun. Et peut-être qu'on a oublié quelque chose, se sentir désiré aussi, peut-être. Quand même, oui, bien sûr. Ce qui suppose de laisser d'ailleurs du manque. Ce qui suppose d'ailleurs de savoir se manquer. Pas trop, ne pas être dans la carence affective, dans la lacune, mais se dire tiens, mon mari ou ma femme est parti en week-end, il va travailler, je ne vais pas le voir mince pendant 2-3 jours, ça m'affecte, j'ai hâte de le retrouver. Quand il y a du manque en général, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on se réjouit. Du désir, absolument. Sûr. Bon, alors finalement, quand on voit tout ce qu'on a mis comme paramètres, il faut pas s'étonner que ce soit si difficile de faire durer son couple. Absolument. On est d'accord. Heureusement que cette émission existe pour aider à faire fonctionner les choses. Et c'est du travail. C'est du travail de psyché à psyché, de corps à corps et de cœur à cœur. Ça ne va pas de soi. Alors peut-être que, alors évidemment, il ne faut pas que ce soit 100% de tous les paramètres. C'est pas le but, mais il faut qu'il y ait quand même un tout petit peu de tout. Et peut-être que c'est là où, encore une fois, on voit l'essentiel qu'est la communication, parce que si on manque un peu de, je ne sais pas moi, par exemple d'écoute ou d'admiration, c'est bien de pouvoir en parler avec l'autre. Absolument, surtout que s'il y a, je touche du bois pour que ça n'arrive pas à nos auditeurs, mais s'il y a un accident et que le corps est mis à mal, il ne reste que le langage pour rencontrer l'autre, de cerveau à cerveau. Les mots, la parole, le socle culturel, psychologique, familial, historique du couple. Il faut pouvoir accepter que nous sommes des êtres de langage, et ça je crois que vous y êtes tout à fait sensible, Brigitte. Bien sûr. Et puis après, chacun va mettre ses paramètres plus ou moins haut dans l'échelle des valeurs, parce que par exemple, certaines personnes ont énormément besoin d'être admirées parce qu'ils ont une petite estime d'eux-mêmes, alors que d'autres sont tout à fait admirés dans leur métier par exemple, donc ils ont moins besoin de l'aide dans le couple. Enfin, chacun va y mettre ses paramètres à sa sauce. Oui, j'aime beaucoup cette façon
façon de dire les choses, et je dirais que c'est la rencontre de deux singularités, de deux individualités. On a tort d'imaginer que tout à coup les gens fusionnent, que tout le monde veut la même chose, que tout le monde désire la même chose et que l'autre doit être un miroir narcissique. Non, c'est deux singularités qui doivent cheminer l'une avec l'autre. Et parfois on oublie ça, on oublie aussi d'aimer les défauts de l'autre, par exemple. On cherche cet idéal-là sans se rendre compte que ce sont peut-être parfois les défauts qu'il a qui nous rattachent à lui. Moi, je l'observe beaucoup avec les patients que je reçois en thérapie de couple. Ah oui, moi j'ai tendance à dire que on aime l'autre pour ses qualités, ça c'est sûr, et on peut l'aimer si on supporte ses défauts. Ça va avec, mais vous remarquerez que souvent on s'attache quand même à des choses qui au début nous horripilaient, je crois. C'est vrai ? Oui, je crois. Oui, quelqu'un de très bordélique, vous croyez qu'on finit par trouver ça drôle? Oui, c'est vrai que bon, il y a des, oui, c'est vrai, j'ai pris le premier exemple qui me donnait. Il y a des niveaux, mais je crois que quand on accède aussi aux défauts, c'est accéder à ce qui les a construits, à comment la personne face à nous s'est construite. Et on est forcément attendri quand on a accès à son histoire. On se dit bon, je comprends pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle me coupe la parole de temps en temps. On peut être touché par les défauts de l'autre. Alors bien sûr, je parle pas de défauts graves, voilà, mais quand même, c'est l'autre dans sa globalité, dans sa totalité en tout cas. Et souvent, j'ai tendance à dire qu'il faut faire attention à ce que j'appelle les cartons rouges, c'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un qui peut-être pour nous c'est dramatique, c'est quelqu'un qui, je sais pas, par exemple, qui a des chats et on ne supporte pas les chats, c'est pas la peine d'essayer de s'engager, ça ne pourra pas tenir. Hein. Absolument. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis totalement d'accord et j'aime beaucoup cette expression de carton rouge. Il y a des choses qui nous sont insupportables et parfois l'amour même ne suffit pas. On ne le dit pas assez. L'instinct amoureux, la pulsion amoureuse ne suffit pas toujours à faire couple. Pas toujours. Donc c'est un. Alors comment on fait quand on se rencontre, on est amoureux, donc on est aveuglé de toute façon, on voit pas clair. Comment on fait? Alors au bout de 18 mois, un an, on essaye de voir si ça remplit les cases, pardon. Ça peut devenir une cage, cela dit, vous avez raison. Cage dorée, oui, peut-être. Voilà, ça peut devenir une cage. Non, mais comment on fait pour savoir si le couple a quand même un minimum d'avenir? En tout cas, je crois moi que c'est le couple qui nous fait et que c'est organique. C'est-à-dire que le couple, c'est un être vivant, ça naît, ça grandit, ça mute, et puis ça peut tomber malade. Parfois, ça meurt, même souvent, ça meurt. On ne le dit jamais assez, je crois, mais la véritable issue de l'amour authentique, c'est le deuil. En réalité, la seule issue possible d'un amour authentique, c'est le deuil, c'est la perte de l'autre. Donc, écoutez cet organisme-là, voir comment on se sent, et lorsque les choses deviennent peut-être trop coûteuses en énergie psychique, physique ou autre, je pense que là, ça peut être le signe que, bon, effectivement, il faut poursuivre son chemin ailleurs. Et parfois, et souvent, quand certains de nos auditeurs nous appellent, je m'en rends compte, on reste très 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 longtemps après, en réalité, que ça n'aille plus. On peut encaisser beaucoup de choses par peur d'être seul, par peur de perdre l'être aimé. Ou tout simplement par affection, parce qu'il y a quand même par attachement, je dirais plutôt, pardon. Le terme exact, c'est par attachement. On est attaché à l'autre depuis tant d'années. Parce que ce qui est évident, et ça, vous le savez en tant que psychanalyste, Samuel Doc, c'est que quand on est en couple avec quelqu'un, notre moi se transforme à travers l'autre, grâce à l'autre. Enfin, je sais pas comment on pourrait dire, mais on remarque d'ailleurs que les couples au long cours souvent finissent par avoir des goûts culinaires identiques. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui fait que l'un et l'autre se modifient par rapport à l'autre. Absolument, on grandit ensemble, c'est une unisson et c'est pour ça que je parlais de solidarité. Et puis c'est aussi la construction d'un socle culturel commun, de rituels, d'habitudes. C'est aussi probablement qu'on en parlera durant l'émotion. Vous voyez, moi aussi je fais des lapsus. Durant l'émission, c'est la rencontre de deux familles d'ailleurs, à travers les deux personnes du couple. Oui, bien sûr, parfois de cultures différentes. De cultures différentes parfois, et il faut se dépatouiller avec tout ça. Il faut déjà se dépatouiller avec nos blessures individuelles, puis après avec les blessures du couple, puis après les blessures familiales. Et c'est difficile de trouver un fil rouge dans toutes ces contraintes, en définitive. C'est pas facile. Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec vous, Samuel Doc, pendant 2 heures. Et bien sûr, avec vous, au 0826 300 300, c'est Marlène qui va commencer avec nous dans un instant. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas ? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
C'est avec Samuel Doc que nous essayons de voir quels sont les éléments indispensables pour faire durer son histoire d'amour. Samuel Doc, vous êtes docteur en psychopathologie, psychanalyste, évidemment également thérapeute. Et je rappelle votre dernier livre, L'enfant thérapeute, c'est aux éditions Plomb. Marlène, eh bien c'est avec vous que nous allons commencer. Bonjour Marlène. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel Doc. Bonjour, Enchantée bonjour. d'être avec vous. Merci. C'est plaisir. Donc vous êtes mariée, vous, Marlène, c'est ça? Oui, je suis mariée. Depuis 10 ans, ça fera 10 ans au mois de novembre que je suis mariée civilement et même religieusement depuis 8 ans. D'accord. Et donc, vous vous sentez bien dans cette relation? Le lien est encore là ou vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vont plus? Non, il n'y a plus rien qui va. Plus rien. Plus rien. Non, en fait, j'ai fait le tour, je crois. J'ai fait le tour et même grâce à vous, je pense que je suis mon auto-thérapie et j'ai essayé, j'ai été jusqu'à faire une petite analyse, mais en fait, j'étais toute seule à m'analyser. Et ce qui est déjà énorme, Marlène, parce que vous savez, quand on comprend pourquoi ça va pas par rapport à nous-mêmes, on comprend déjà beaucoup de choses par rapport au couple. Oui, tout à fait. Non, et puis bon, à force d'écouter, à force de parler, à force de se remettre en question, en fait, on s'aperçoit que voilà, on est plus sur la même longueur d'onde, c'est tout. Et je pense qu'il faut passer son chemin. Après, je dis pas que c'est facile, on peut pas le faire en claquant les doigts. Il y a toujours, au moment où on a envie de le faire, on peut pas. Il y a toujours un truc qui va coincer. Mais c'est sûr que je pourrais pas faire autrement d'ici les prochaines années. Je pense pas qu'il va se remettre en question alors qu'il l'a jamais fait. Oh, c'est toujours difficile d'avoir des certitudes en matière d'humanité, mais oui. J'ai envie de vous poser une question, Marlène. Quand vous l'avez rencontré, qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? Alors, sa timidité, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Et moi, j'étais l'inverse. En fait, on était le yin et le yang. Syndrome du sauveur. Ça valide ce que je disais en introduction sur le fait qu'on est touché par les défauts. Vous voyez la timidité. Oui, vous avez raison. Vous voyez, ça marche cette règle. Je recherchais ça, en fait. Je recherchais vraiment ça. Alors, je recherchais plusieurs choses parce que j'étais vraiment amoureuse de l'uniforme. Donc, je voulais quelqu'un en uniforme. Je voulais quelqu'un qui représente la virilité. D'accord, l'uniforme c'est la virilité, donc pour vous? Voilà, pour moi c'est ça, c'est le côté fort, c'est le côté... Mais je voulais quelqu'un de fragile à l'intérieur. Je voulais pas que dans le couple ce soit lui qui commande. Quelqu'un trop pas de macho, fort non plus, pas un macho. Pas de macho intérieur, qui paraisse macho à l'extérieur, dehors, devant mes amis, ça me dérangeait absolument pas. Mais je voulais pas que ce soit quelqu'un qui soit faible, qui soit trop puissant à la maison, parce que j'avais peur aussi de me faire piéger par un homme trop fort, voilà. Et j'ai un caractère aussi, donc je suis quelqu'un de hyper autonome. C'était un amour sur le tard pour créer une famille, donc c'était quand même quelque chose de bien réfléchi. Je voulais me caser en gros, et je voulais que ce soit pour toujours, donc je voulais pas non plus quelqu'un qui allait... D'accord, mais donc le choix a été réfléchi et il était assez bon finalement. En fait, il y avait plein de choses qui faisaient que c'était... Oui, je pense qu'il y avait plein de choses qui faisaient que c'était le bon, parce que ça faisait un an que je cherchais. Sinon, on se marie pas 2 ans après à l'église ou devant ou à la mosquée, j'en sais rien. Oui, comme tout à fait. Donc... Et en fait, oui. Non, c'était le bon dans tous les plans. Il y avait plein de petites choses qui faisaient que c'était le bon. Donc c'est l'usure du couple qui, à un moment donné, fait que ça va plus. Non, c'est quoi? Ou alors c'était un passage, je sais pas, il fallait que ce soit lui pour mes enfants, je sais pas. Oui, et vous avez eu une phrase forte, vous avez dit j'ai eu peur d'être piégé par un homme trop fort. Est-ce que ça résonne pas en vous, cette phrase que vous avez prononcée? Il est comme ça. Oui. Mais maintenant il est comme ça en fait. Non, mais... En fait, il a changé. Fait, il est plus la personne fragile que j'ai connue. En fait, maintenant, il fait de l'homme à la maison et il décide. Alors que jamais il prenait de position quand je l'ai connu.
Et en fait, il a changé un peu et maintenant, c'est moi qui suis la faible, en fait. Et c'est ce côté-là que j'aime pas, en fait. Marlène, soyons clairs. Vous ne vouliez pas que ce soit un homme fort qui domine parce que c'était une image, forcément, qui vous renvoyait à votre propre image parentale, je suppose? Non, du tout. Justement, j'avais un papa qui n'était pas du tout macho. Alors, c'était quoi cette peur? Je sais pas. C'est... Parce que j'aime bien décider, Parce que quand même, pour qu'il soit devenu comme ça, moi j'ai tendance à dire qu'il l'était peut-être déjà, sauf que vous ne l'avez pas vu, ou alors vous l'avez transformé pour qu'il devienne comme ça. Peut-être, je sais pas du tout. Oui, et ce qui est très compliqué. En fait, là j'ai eu un accident de voiture. Et ben il m'a accusé de ne pas savoir conduire. Je fais 25 000 km par an, mais je ne sais pas conduire. J'ai un accident tous les 5-6 ans. C'est de la carrosserie. En fait, il va jamais me défendre, il va jamais prendre ma position. Je vais être toujours la faible, en fait. Et dans tout ce que je fais, j'ai un problème avec mon employeur. Il me fait ses affaires, c'est pas les miennes. Alors, ce qui est possible, Marlène, et là, je reviens sur cette théorie de Jean-Michel Hougourian du désir mimétique que je trouve toujours intéressante, c'est que au départ, c'est vous qui aviez le pouvoir, qui était celle qui dominait le couple. Et à force, il a renversé les choses, et ça, c'est quelque chose cette lutte de pouvoir, on la voit dans les couples, et c'est vrai qu'elle est désastreuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que petit à petit, il en a eu marre d'être dominé en quelque sorte, et il vous a sans le dire en fait, sans s'en rendre compte et sans que vous en rendiez compte, il a pris le pouvoir. Et donc, comment on prend le pouvoir quand on est face à quelqu'un de fort? En le décriant, en lui montrant à quel point elle est nulle. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, j'ai vraiment l'impression que je suis moins que rien. Oui, voilà, il vous a humilié pour pouvoir avoir l'air d'être plus fort que vous. La grande difficulté dans votre propos, il me semble, Marlène, je vais être un petit peu volontairement provoque pour qu'on avance, c'est que vous avez ouvert votre propos en disant je voulais qu'il soit comme ci, je voulais qu'il soit comme ça, je voulais. Mais un conjoint, ce n'est pas un monsieur patate, on ne choisit pas toutes ses qualités, tous ses défauts, qui il est, on ne lui greffe pas un narcissisme, un ego, il doit être trop timide, pas assez timide, grand, fort, en uniforme, pas en uniforme, on le découvre. Moi, ce que j'aime dans cette idée d'une relation amoureuse, c'est que c'est un voyage, on voyage avec l'autre, on grandit avec l'autre, on le découvre. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question, Marlène, est-ce que vous n'êtes pas aussi un peu fière tout de même que grâce à vous, peut-être, on reprend cette théorie du désir mimétique de Brigitte que je trouve tout à fait juste, qu'il ait pu justement trouver un peu de force, de sortir de son introversion, de devenir peut-être un peu plus fort, même si j'entends que c'est un peu trop fort par moment. Vous pouvez vous dire que vous lui avez peut-être transmis ça, plutôt que d'y voir un handicap ou y voir une fragilité, dites-vous, chouette, je l'ai aidé à se redresser, à retrouver une colonne vertébrale, on est une équipe. La question que vous devriez être amenée à vous poser aujourd'hui, c'est, êtes-vous prête, Marlène, à vivre une aventure avec cet homme nouveau, cet homme qui change, ou est-ce que, comme vous dites, vous préférez considérer que vous en avez fait le tour, parce que c'est votre perception et qu'on a toujours quelque chose à découvrir, ou arrêter? C'est quoi la suite pour vous? C'est, vous ne voulez plus le connaître, vous n'êtes plus attaché à lui, il n'y a plus de sentiments amoureux, vous jetez l'éponge, vous laissez tomber, ou, eh bien, vous décidez de faire évoluer la relation? Comment vous voyez les choses? Non, je la vois pas, la relation. En fait, j'en suis même dégoûtée, en fait. Ah oui, à ce point. Même quand il me touche, j'ai envie de vomir. C'est fichu, là. Oui, là, si quand il vous touche, ça vous crée une tension, c'est que c'est fini, oui. Ah, c'est ça, oui, bien sûr. En fait, depuis le début où on est ensemble, c'est pas quelqu'un, c'est pas un super amant, hein. C'est vraiment. Mais voyez, Marlène, on entend à quel point vous le critiquez, et je pense que vous l'avez certainement critiqué dès le départ, et c'est ce qui peut avoir provoqué chez lui cette attitude de tendance à vous critiquer. Oui, parce que souvent il me dit, et c'est pour ça. Vous voyez, c'est pour ça que je parlais de l'admiration. Lui, il le sent comme ça. Et moi, je le sens comme ça, comme il est aujourd'hui. Donc, en fait, on se renvoie un peu la balle. On est un petit peu chat et chien tous les deux. Et tout ce que j'aime, il déteste. Et tout ce qu'il aime, je déteste. Oui, mais là, je vois pas comment. Au début, c'était bien dans le sens ça se marie yin yang. Aujourd'hui, je le vois même plus comme ça.
Je vois même plus l'intérêt en fait. Et parce que en fait, il y a. Je crois que vous ferez du bien, Marlène. Vous ferez du bien à l'un. Vous ferez du bien à l'un et à l'autre en mettant fin à la relation. Essayez de rester quand même bons amis pour vos enfants. C'est le conseil évidemment qu'on ne peut que vous donner. C'est quelqu'un que j'ai peur, entre parenthèses, de quitter. Parce que, bon, c'est un policier, hein, il est armé, et je sais pas psychologiquement comment... En fait, j'ai plus l'envie que ce soit lui qui décide que c'est plus possible, que moi partir, parce que j'ai peur, en fait, psychologiquement, comment il pourrait accepter ça, en fait. Ah oui, il a déjà été violent avec vous, c'est ça que vous voulez dire ? Uniquement quand il a bu. Ah oui... Pas rassurant non plus, ce que vous décrivez. En fait, en fait, je pense qu'il se contient énormément. C'est quelqu'un qui peut être violent à l'intérieur, mais il ne le montrera pas parce qu'il est très introverti. Et même en tant que policier, c'est quelqu'un qui va jamais faire de vagues, il va tout raconter. Oui, c'est un introverti. Alors, ce qu'il faut faire, Marlène, c'est gentiment commencer à lui dire que vous êtes au bout de la relation, que c'est peut-être bien d'envisager une séparation et voir comment il réagit. S'il réagit bien ou s'il se met un peu en colère, là vous risquez pas grand-chose puisque vous ne dites pas que vous le quittez. Vous vous dites, il faut peut-être envisager une séparation, peut-être qu'on est au bout de notre histoire, etc. Et en fonction de la manière dont il réagit, s'il réagit assez mal, vous arrêtez la discussion et vous dites, mais enfin moi je disais ça comme ça parce que je pense tu serais plus heureux sans moi, etc. Et à ce moment-là, vous préparez votre départ en allant chez quelqu'un chez qui vous êtes en sécurité et vous le mettez devant le fait accompli. C'est la seule solution de prudence qu'on peut vous conseiller si jamais vous voyez qu'il pourrait réagir mal. D'accord ? Oui, en fait, je pense pas parce que c'est quelqu'un de réfléchi, mais avec l'alcool, c'est pas pareil. Oui, il y a aussi des associations dont vous pouvez vous rapprocher pour avoir des conseils sur comment justement négocier cette séparation en toute sécurité. Pour rejoindre ce que dit Brigitte, j'adhère à 100% à cette idée d'être prudent. Et, évidemment. Merci Marlène en tout cas, merci beaucoup et bon courage parce que c'est jamais facile de toute façon de quitter quelqu'un quand on a vécu longtemps ensemble. On fait une petite pause et on continue bien sûr avec vous 0826 300 300 si vous avez envie de faire le bilan de votre couple, c'est le moment ou jamais. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie 0826 300 300. Avec Samuel Doc, nous évoquons le couple et tous les paramètres qui font qu'un couple peut durer. Et on a déjà vu évidemment que l'admiration fait partie des grands paramètres. Et on l'oublie un peu, ce paramètre. C'est pas la même chose qu'aimer. Admirer. Absolument. C'est savoir se dire qu'on est fier de l'autre, de ce qu'il fait, de ce qu'il accomplit, de sa créativité, de sa personnalité. Absolument. Et on a besoin de se sentir admiré, évidemment aussi. Sinon, on va critiquer l'autre pour remettre la balançoire. Exactement. On va se retrouver dans une relation déséquilibrée. Voilà. Delphine, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Delphine. Alors je rebondis sur le mot équilibre. Oui. Parce que c'est quelque chose que j'ai expliqué à ma fille aînée quand elle était en couple, que ça fonctionnait pas. Bon, moi, je suis mariée depuis 12 ans. Ça fait bientôt 18 ans que je suis avec mon conjoint. Mmh. Et avec le père de mes enfants, je ne me suis jamais sentie équilibrée. Et avec mon mari actuel, voilà, j'ai trouvé cet équilibre. Et c'est ce que j'expliquais à ma fille. C'est très important. Et alors, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, on entend bien que c'est pas l'équilibre dans le couple, c'est votre équilibre à vous, hein ? Voilà, exactement. Et en quoi vous vous sentez équilibré ? Qu'est-ce que vous diriez ? Vous avez parlé d'admiration. Moi, j'admire mon époux, mais c'est vrai ce que vous dites. J'ai besoin qu'il m'admire aussi. Mmh. Mmh. Parce que si on ne se sent pas aimé ni admiré par son conjoint, on ne peut pas se sentir bien. Oui, sur le plan sur le plan de l'estime de soi et de la confiance en soi, l'admiration, c'est un aphrodisiaque formidable. Et avec lui, c'est vrai que je me sens, même avec l'âge, parce que maintenant je vais avoir 53 ans, mon mari va avoir 61 ans, on a vieilli, la passion, la fougue qu'on a connue au début de notre relation, elle n'est plus aussi intense. Aussi folle, je veux dire, mais c'est autre chose. Notre amour s'est transformé. Je dirais que c'est plus une passion comme deux adolescents,
c'est une passion qui a grandi en fait. Ah oui, qu'est-ce que c'est une belle formule, Delphine, que vous utilisez là, cette idée de cet amour qui grandit et de rencontrer l'autre, non plus sur le terrain du corps charnel, passionnel, pulsionnel, sensoriel, mais bien sur une complicité, une connivence, une construction mentale, n'est-ce pas? C'est ce que j'entends dans votre propos, c'est très fort, c'est très fort. Ouais. Oui, vous aimez pour l'être que vous êtes l'un et l'autre. C'est pas et puis ce qu'on a construit ensemble et tout ce qu'on a encore envie de construire. Et voilà, le tous projet. Les projets qu'on a, voilà. En fait, depuis le début de notre relation, on a toujours eu des projets. Mais ça, c'est essentiel. Oui, parce que sinon, on commence à s'ennuyer un petit peu. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On se met à fantasmer sur ce qu'on pourrait faire si on était seul. Oui. Intéressant. Et vous l'avez bien dit, ennuyé. Moi, je sais qu'avec mon premier époux, je m'ennuyais. Et j'ai toujours dit, un homme avec qui je m'ennuie, c'est pas bon. Et avec lui, je m'ennuie jamais. Bah, l'humour doit être là, j'imagine, n'est-ce pas? Ah oui, bon, moi je suis un vrai clown. Parce que ça aide l'amour aussi, hein, quand on le jeu. Ouais. Je fais beaucoup rire. Et lui, en fait, j'expliquais hier que j'étais toujours en admiration parce que même les tâches les plus ingrates dans les corvées quotidiennes, il va les faire sans râler, contrairement à moi. Moi, je vais râler toute la journée. Et lui, il le fait et il se plaint jamais. Et moi, je suis admiratif de ça. Je me dis quand même, j'ai de la chance parce qu'il se plaint jamais. Moi, ça m'épate d'avoir. On est du même signe zodiacal, hein, mais moi, je suis une grande râleuse. Oui. Après, il faut pouvoir, vous savez, Delphine, moi je le vois avec les patients que je reçois en thérapie de couple, il faut aussi savoir se fâcher parfois. Hein. C'est pas parce qu'un couple, par exemple, se dispute qu'il va forcément mal. Hein. Disputer, ça vient du latin, discutio. Une dispute, c'est une grosse discussion. L'adage dit un couple qui ne se dispute pas est un couple où l'un des deux a renoncé. Donc vous avez tout de même le droit parfois de vous chamailler, bien sûr, gentiment. On se chamaille, hein. Voilà. On se chamaille, et puis après on sait que ça va pas durer parce que moi je ne sais pas faire la gueule. Donc je peux pas, j'arrive mais pas. Ça c'est l'avantage. Non, mais Delphine, on critique souvent les gens qui râlent ou qui ont un peu de caractère, etc. Mais ce sont généralement des gens qui ne boudent pas, justement, puisqu'ils disent les choses. Hein. La bouderie, c'est du passif. Hein. C'est de la colère passive, c'est de la rancune passive. Mais donc vous n'avez pas ça, vous. Non, et lui, mon époux, avec sa première épouse, n'arrivait pas à dialoguer. Parce qu'elle, par contre, elle savait faire la gueule pendant des semaines, voire des mois. Et ça, quand on s'est rencontrés, c'est quelque chose qu'il m'avait raconté et qu'il ne supportait plus, quoi. Donc, il disait oui à tout pour justement ne plus avoir cette ambiance-là chez lui. Comme nous, bon, quand on dispute, moi, déjà, je ne sais pas faire la gueule, donc on va vite finir par rigoler. Et puis, si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, on en discute. Mais c'est normal. De ne pas être d'accord. Bien sûr, c'est normal de ne pas être toujours d'accord. C'est même, je dirais, un petit peu suspect. Quand on est toujours d'accord, c'est qu'il y en a forcément un des deux qui dit amen. Hein. Absolument, très bien dit. Ce que j'apprends en vieillissant maintenant, c'est que je reconnais mes torts. Il me l'a dit il n'y a pas longtemps. Quand je sais que j'ai tort, je vais lui dire quand même après. Bon, ça, bravo. T'avais raison. Bravo, parce que vous savez, Delphine, moi je reçois beaucoup de couples en grande souffrance et déjà leur faire accepter de verbaliser, de faire leur autocritique, c'est difficile dans certains cas. Donc déjà là, c'est que vous avez fait un sacré chemin. Ça vient peut-être avec l'âge, je sais pas. Pas que. Mais pour revenir sur ce que disait Brigitte, un peu l'âge, mais pardon, je vous coupe, mais peut-être parce que tout simplement vous avez confiance, vous savez que si vous reconnaissez vos torts, il va pas en profiter pour vous écraser. Oui, non, c'est pas... Vous voyez, parce que parfois, si on commence à reconnaître ses torts et Claude se met à fanfaronner, tu vois, j'avais raison, nanana, ça donne pas envie de continuer. Hein. Non, on n'est pas comme ça. Peut-être qu'on pourrait ajouter alors à notre liste des critères la confiance, se sentir en confiance. Ça, c'est un signe d'amour. On pourrait l'ajouter dans nos critères. J'y pense grâce à vous, Brigitte. Il n'y a plus personne qui pourra rester en couple si on en rajoute trop. Samuel Doc. C'est vrai. Alors oui, mais c'est bien de temps ne pas avoir confiance, que ça met un petit bout aussi. Dire bon, allez, on se remet en question. Si, moi je trouve que
au fond, oui, avoir confiance en lui, mais et vice versa. Hein. Il faut se dire que jamais rien n'est acquis. Et puis oui, non, mais là vous parlez du risque de pouvoir le perdre, qui renforce le désir. Donc ça, ça on est d'accord. Mais la confiance, c'est-à-dire qu'on sait que l'autre ne nous ment pas, qu'il est honnête, et ça c'est quand même important. Oui, ça moi j'aurais du mal. Hein. Bon, donc c'est de cette confiance-là, je pense que vous parliez, hein, Samuel. Absolument, exactement. Ah oui, j'aurais du mal à savoir qu'il n'est pas honnête, qu'il me ment. Ah non, je pourrais pas vivre avec quelqu'un. Non. Bon. Je pense que si je le découvrais, je tomberais des nues et puis je vivrais très très mal. Hein. Mais il n'y a pas de raison que vous le découvriez. Tout va bien, Delphine. Bon, merci de ce témoignage, parce que c'est important d'entendre que 18 ans de vie commune, ça va toujours bien, donc c'est quand même aussi positif. C'est ce message positif que j'ai envie de retenir de vous, Delphine. Merci beaucoup. Christophe est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors, première question, évidemment, Christophe. Quel serait pour vous le paramètre essentiel pour que votre couple dure ? L'amour, déjà, ça c'est la première chose, quoi. C'est ce qui est le plus important. Oui, mais vous avez bien vu que l'amour... alors c'est... La complémentarité. Et qu'est-ce que vous entendez par là ? Avec mon épouse, on est différents et on se complète sur plein de choses. D'accord. Elle râle, moi je râle pas. Je pensais à votre invité de juste avant. Voilà, elle est un peu pareille. Voilà, ça doit sortir, elle garde rien. Voilà, comme elle dit, j'aurais jamais d'ulcère. C'est drôle. Et je trouve ça. Oui. Ouais, moi c'est comme ça. Voilà, moi je suis plutôt patient, elle est plutôt impatiente. Voilà, j'ai une forme de complémentarité entre tous les deux sur plein de détails. D'accord. Ok, très bien. Deuxième question, quel est l'endroit où vous rêveriez de faire l'amour ? Oula, il y en a beaucoup. Quel est l'endroit où je rêverais de faire l'amour ? Un seul me suffira pour aujourd'hui. Dans un grand château. Dans un grand château. Ah. Et dans quelle pièce alors ? Devant la cheminée, sous les toits par exemple devant la cheminée. Voilà l'image, une grande peau de bête. Devant une grande cheminée. Très bien. Voilà une belle image. Et dernière question, puisque vous semblez très heureux en couple, quel est le mot que vous préférez entendre, à part je t'aime, hein, parce que c'est trop facile, de votre femme ? Qu'est-ce qu'elle vous préférez quand elle vous le dit ? Qu'est-ce que il y a plein de mots. C'est des compliments, mais oui, je sais pas. Je sais pas, quand elle vous dit tu es beau, tu bricoles bien, tu jardines bien, enfin je sais pas, ou tu fais bien l'amour, ou je sais pas moi. Quand elle me dit je suis heureuse grâce à toi, ça qui est... C'est pas mal. Hein. C'est touchant. Oui, c'est touchant. Ouais. Eh bien, Samuel Doc vous écoute, vous pouvez lui poser une question. Alors, bonjour Samuel, j'ai une question. Comment aider... Alors, j'ai un fils qui a 20 ans, qui est en couple, et les amours adolescents ou jeunes adultes, c'est un coup je t'aime, un coup je t'aime pas. Sauf que mon fils souffre. Comment je peux l'aider ? Alors, d'abord, le simple fait que vous vous préoccupiez de ce qu'il ressent, de ce qu'il éprouve, c'est déjà une aide. J'entends qu'il a un papa qui se fait du souci pour lui, et même à votre voix, j'entends qu'il y a beaucoup d'amour pour votre fils. Ça, c'est déjà un premier étayage. Le deuxième chose, c'est de pouvoir être là pour répondre à ses questions, évidemment sans faire à sa place, sans penser à sa place, mais lui dire, tu sais, moi je t'aime, les choses prennent du temps parfois. Si tu as des questions, si tu t'interroges, moi je peux être là, on peut en discuter, et je suis sûr que tu rencontreras la personne qui te convient. Et puis, dans certains cas, quand vraiment les blessures d'amour deviennent des lacérations, des égratignures, parfois, ça peut valoir la peine de prendre rendez-vous avec un thérapeute, alors pas pour engager forcément une thérapie très longue, mais peut-être pour que la personne retrouve un peu confiance en elle-même pour pouvoir s'engager dans une relation amoureuse. C'est ça que j'aurais envie de vous répondre, ce serait ça. Mais il a de la chance d'avoir un papa qui se préoccupe de lui, en tout cas. Oui, on se préoccupe, merci, oui, mais c'est un peu ce qu'on fait déjà, être présent et lui dire qu'on est là.
Et puis comprendre, ce que vous pouvez faire aussi, c'est lui parler de vous. Souvent, on ne se l'autorise pas assez. Vous pouvez lui dire que probablement, pour vous, ça n'a pas toujours été facile non plus, que vivre une vie humaine suppose des deuils, des renoncements, des déceptions, mais on poursuit le chemin. Et parfois aussi, ce qui peut valoir la peine pour soutenir un jeune adulte, moi j'en reçois beaucoup en thérapie, ça va être aussi de soutenir ses investissements ailleurs. Par exemple, s'il a une pratique créative, la soutenir. S'il aime un sport, s'il aime quelque chose, soutenir cette énergie psychique, physique vers d'autres objets pour ne pas qu'il se détruise dans la quête d'un amour qui pour l'instant n'est pas là. D'accord. J'étais très concret. Pas mal de pistes. Oui, c'est une très bonne piste, absolument. Oui. Merci Christophe. Merci beaucoup Christophe. Merci beaucoup. On continue avec vous, 0826 300 300. Venez nous rejoindre sur Sud Radio pour nous dire si votre couple fonctionne ou s'il manque quelques paramètres et on pourra peut-être vous aider à aller gonfler ces paramètres. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Samuel Doc, nous évoquons le couple et comment arriver à faire durer son couple. En même temps, Samuel Doc, les chiffres sont là. Hein. Un couple, ça dure rarement, difficilement plus de 15 ans. Hein. On le sait. Alors après, il y a des couples qui durent très longtemps et heureusement. Hein, mais la moyenne, c'est plutôt 15 ans que 30 ans. Il ne faut pas se mentir. Oui. J'ai envie de poser une question à l'experte que vous êtes. 15 ans, ça représente une étape, j'ai l'impression. C'est une moyenne là que je donne d'après les enquêtes. Hein. Mais il semblerait qu'il y ait une étape tout de même. Alors 15 ans pas forcément, mais il y a des années clés. On sait que les 18 premiers mois c'est la première crise, c'est au bout de 18 mois. Après il y a les 3 ans, après il y a les 7 ans, après il y a la naissance des enfants. Enfin bon, il y a des étapes qu'il faut passer. Mais 15 ans, on pourrait dire ça, oui, 15 ans, si au bout de 15 ans ça va bien, encore très bien, il y a des chances que ça dure jusqu'au bout. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabienne? Bonjour. Bonjour Samuel, bonjour Brigitte. Bah écoutez, moi je suis très amusée en vous écoutant parler, mais je rigole jaune. Alors je compte sur vous déjà pour gonfler les paramètres, et moi je ne suis pas du tout dans la moyenne, du tout, et j'ai dans la moyenne basse. Donc voilà. Bon, alors dites-nous, je vous raconte. Oui, allez-y. Voilà. Alors bah écoutez, moi je suis une grande optimiste heureuse à la base. Mais je suis, je crois à mon âge maintenant, un petit peu blasée sur la notion du couple ou de la relation. Je vous explique pourquoi. Parce que je pense qu'au départ, tout est merveilleux, voilà, tout est beau, tout est merveilleux, on s'aime et on croit qu'on va s'aimer pour toujours. Et au fil du temps, voilà, on se découvre. Et justement, à propos de l'admiration, j'ai un petit peu du mal avec ce terme. C'est-à-dire que on peut admirer quelqu'un au départ, mais justement, si ça s'effiloche, si on n'est plus d'accord, s'il y a des petits problèmes, je pense que l'admiration peut retomber. Pour moi, je vais plutôt utiliser le terme briller et vibrer. Voilà. C'est-à-dire que la personne va briller et vibrer. Idéalement, j'aimerais bien qu'elle dure au-delà de 15 ans, voire 30 ans, mais à mon âge, c'est foutu. Voilà. Et moi, ce que je voudrais dire sur la notion de l'amour et du couple, c'est qu'il y a la différence entre ce qu'on souhaite, ce que l'on veut, notre idéal, et la pratique. Et je pense que plus on prend de l'âge, plus on a vécu des relations. Vous le dites souvent, Brigitte, qu'un couple, on est 3, 1 plus 1, plus l'homme, la femme, plus la relation, ce qui fait 3. Et moi, je pense que c'est difficile pour un couple de ne pas tomber dans la routine, dans la vie quotidienne. Et moi, je pense que j'aurais tendance à dire, pour maintenant que j'arrive à un certain âge, que finalement, vivre avec son amoureux et envisager une belle relation, j'aurais un petit peu tendance à dire que le chacun chez soi serait une très bonne chose pour justement éviter de tomber la dans routine. Oui. Mais pourquoi pas? Il y a des couples qui choisissent cette option et ça marche très bien, à condition évidemment de passer suffisamment de temps ensemble. Mais de vivre forcément 24 heures sur 24 ensemble, c'est pas une obligation. C'est plus le problème de vivre dans deux nids différents, si je puis dire. Ça coûte plus cher. C'est parfois ça le problème.
Alors oui, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Mais après, pour moi, l'amour du couple ne se présente pas justement en compte en banque. Et parce que justement, un couple, il faut savoir, voilà, il faut vivre dans l'acceptation, dans la tolérance, dans la compréhension. Et dans l'amour, et c'est pas évident de le cultiver tous les jours. Oui, et c'est ça que je trouve difficile. C'est pas exactement ce qu'a dit Brigitte. Je pense pas qu'elle ait ramené le couple à une question juste d'argent. Mais j'ai compris comme ça. Excusez-moi. C'était plus sur l'organisation, je pense. Non. Je crois elle a raison, Fabienne. Il y a des couples qui n'ont pas le choix, qui vivent ensemble parce que matériellement c'est compliqué de vivre chacun chez soi. Mais je pense que ça dépend de la grandeur de notre jardin secret et de notre indépendance, en fait, Fabienne. Et j'entends bien, et là vous avez 100 fois raison, plus on prend de la maturité, plus on est bien seul, et moins on a besoin d'être dans la vie à deux tout le temps, quoi. C'est exactement ça. Mais en revanche, quand on est ensemble, et c'est là que ça peut être génial, c'est que moi je considère que, vous voyez, alors moi je suis dans une relation naissante, donc je suis un très mauvais exemple à l'heure actuelle, mais mon amoureux, en fait, voilà, si je ne vis pas avec lui ou en permanence avec lui, quand je le retrouve, et ben voilà, je vais le considérer, ça va être mon amoureux, ça va être mon ami, mon confident, mon amant, voilà. En fait, vous voyez, je vais potentialiser tout ce qu'on n'a pas dans l'absence. Quand on va être ensemble, et ben je vais être heureuse de le retrouver, il va y avoir le manque, et en fait, voilà, la relation, je pense, me concernant, parce qu'on est tous différents. Vous avez raison que c'est vrai sur le plan du désir, de l'intimité, ça augmente la valeur de ce paramètre, mais ça fait baisser le paramètre de l'ami, du confident sur qui on peut compter quand on ne vit pas ensemble. Donc c'est aussi un choix qui dépendra de chacun. Oui, sans parler du fait que pour beaucoup de neuroscientifiques, quand on partage en fait l'espace de vie de quelqu'un, on sécrète un ensemble d'hormones qui nous lient à lui, l'ocytocine, la sérotonine. Alors je ne suis pas sur mon terrain, mais je le rappelle parce que je me souviens d'un de vos intervenants, Brigitte, qui en avait parlé. Et sur cette idée de partager l'espace, moi, il y a une chose que je dis souvent aux couples que je reçois en thérapie pour les aider à sortir des mauvais pas dans lesquels ils se sont mis, c'est imaginer que l'autre est un paysage. Je vous explique, il y a des endroits où c'est vallonné, c'est joli, il y a des jolis lacs, vous pouvez y aller, c'est vrai, et vous allez aller sur ce territoire-là, et il y a des endroits, il y a de la lave, des crevasses, c'est accidenté, on n'y va pas encore, des scorpions. Il faut imaginer que l'autre n'est jamais un endroit où on peut aller entièrement, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette idée que développait Brigitte sur l'intimité. L'intimité, c'est supporter que ces deux paysages puissent cohabiter, se rencontrer et créer une nouvelle géographie commune qui sera vivable, qui sera respirable. On ne peut pas aller partout, et quelque part, aimer, c'est aussi accepter cette solitude de l'autre, et cette solitude de soi-même au contact de l'autre. On peut pas tout aimer. Encore une fois, je crois, Fabienne, qu'on donne des conseils généraux et après chacun va faire son puzzle comme il peut. Hein. Donc si vous trouvez que c'est très bien comme ça, surtout ne changez rien. Bien sûr. Mais ce que vous risquez, c'est que l'autre, peut-être à un moment donné, tombe plus amoureux et ne supporte pas vos absences. Enfin, vous voyez, c'est à renégocier de toute façon. Oui, aussi. Mais vous savez, je pense que franchement, j'ai vraiment l'impression que quand on a vécu plusieurs histoires amoureuses et qu'on arrive à un certain âge, est-ce que c'est peut-être égoïste, je vais vous dire, mais je pense qu'on a envie de vivre la relation de façon toujours dans la confiance, et vous l'avez signalé tout à l'heure, et c'est super important, mais dans la confiance, dans l'acceptation. Mais c'est difficile de vivre avec quelqu'un, et je pense qu'on accepte moins les choses, parce que justement, quand j'étais 30 ans plus jeune, je croyais à l'amour toujours, où finalement j'étais même presque scotch avec mon mari, mon amoureux. En fait, j'ai changé complètement d'optique, d'ailleurs pas la bonne à l'époque, mais je pense que l'amour change. Mais après, ce qui est important pour moi, c'est que de toute façon, c'est de trouver cet équilibre avec la bonne personne, et je crois qu'il y a des règles sans en avoir, peut-être.
Moi, je dis oui. mais... Alors, si vous avez cette grande capacité d'adaptation et que vous avez en effet tordu le cou à l'idéal de l'amour, moi, je pense que vous allez très très bien vous en sortir. Hein. J'ai pas d'inquiétude pour vous, d'après ce que vous me dites. Merci, je crois que après, je ne connais pas l'autre, donc ça, on ne sait pas. Hein, mais vous, je vous sens tout à fait apte. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Samuel. Mais... Absolument d'accord. Et puis c'est surtout, vous avez appris de vos expériences passées et vous vous êtes observé vous-même. Et ça, c'est quand même un gage de confiance en soi et c'est positif pour l'avenir. Oui, tout à fait. Eh ben, je vous remercie infiniment. Mais non, mais c'est nous de votre témoignage, parce que encore une fois, on voit bien que chaque témoignage est différent et que on fait comme on peut. Hein. Mais c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient de notre société actuelle. C'est-à-dire que chacun peut choisir un petit peu la vie qu'il a envie de mener sur le plan affectif. Hein. On n'est plus obligé d'être en couple, on peut vivre seul, on peut avoir des aventures. Et en même temps, comme il n'y a plus de repères stables, c'est à chacun, dans sa liberté, de trouver ce qui va lui convenir. Et parfois, on cherche longtemps avant de trouver. C'est ça. Et parfois aussi, on se prend au piège de certaines de nos exigences. On est très exigeant, parfois. Oui, de toute façon. Oui, de toute façon. Oui. Et mais je crois qu'il faut également s'autoriser. C'est normal d'être exigeant parce que, on a tendance à croire, en effet, que parce qu'on nous aime, on va guérir toutes nos blessures. C'est là où il faut en effet tordre le cou à notre idéal. Mais ça, vous l'avez fait, Fabienne, il me semble. Vous attendez pas de lui qui vous aide à aller mieux. Ah non, du tout. Et non, je veux pas qu'il soit mon sauveur. Au contraire, je veux dire, il est pas là pour ça. Il est mon homme de cœur. Mais voilà, c'est non. Non, parce que en plus ce serait tronqué si c'était ça. Donc non, pas du tout. Il a sa place avec un grand P, mais en tant qu'homme de cœur, justement, voilà, mais pas en tant que pour personne qui va me permettre d'aller mieux ou de me faire supporter un quotidien. Très bien. Il n'y a pas besoin de ça du tout d'ailleurs. Ben oui, évidemment. Oui, moi, je ne sais pas si j'ai le temps de donner un petit conseil pratico-pratique. Bien sûr que si. Ça me fait penser à une patiente, vous savez, qui était très très exigeante et qui attendait que son conjoint lui offre des fleurs tout le temps, des cadeaux tout le temps. Donc bref, une grande exigence, voilà. Et je lui ai donné un conseil en thérapie de couple. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne donneriez pas à l'autre ce que vous aimeriez recevoir, pour vous mettre un petit peu à sa place et pour comprendre cette exigence qui est la vôtre. Elle a commencé à le faire et les choses ont bougé et elle a pu se rendre compte qu'en fait c'était irrespirable pour lui de devoir tout le temps produire ses preuves d'amour. Donc on ne peut pas toujours faire changer l'autre, mais on peut changer soi, on peut bouger soi-même. Et Fabienne, il me semble que c'est ce que vous avez fait. C'est plutôt que d'attendre que l'autre fasse les choses, vous vous êtes dit, tiens, comment est-ce que moi-même je peux évoluer pour rendre les choses plus respirables. Et ça, c'est un bon point. Exactement. Et puis, on peut s'acheter ses fleurs toutes les semaines soi-même. C'est exactement ce que j'ai dit à cette patiente. Oui, enfin, c'est quand même, si on en est encore là, quelque part, ça prouve que le féminisme a encore du boulot. Je ne voudrais pas dire. Merci en tout cas, merci de ce joli témoignage, Fabienne. On continue après les infos. Vous aussi, venez nous raconter comment vous faites couple, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous avez su justement arriver à dépasser dans votre couple. 0826 300 300, vous pouvez nous appeler. Et puis j'aimerais bien qu'il y ait les hommes qui appellent aussi. Là, pour l'instant, on n'a que des femmes, comme si c'était elles qui étaient les gardiens du couple. Non, les hommes aussi ont leur pouvoir. Et puis je vous propose une petite devinette justement sur le mariage, Samuel Doc. Quel est le point commun entre le mariage et le restaurant? Vous avez le temps des infos pour me trouver la réponse. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes aujourd'hui avec Samuel Doc. Nous envisageons les paramètres pour qu'un couple dure. Et puis, mon couple avec Samuel, il est un petit peu voilà, on s'est un petit peu disputé. Il est parti, mais je pense qu'il va revenir dans quelques instants. Peut-être qu'il est parti chercher la devinette. C'est pas grave. On va donner la parole à Angèle qui est avec nous et qui va donc réagir sur le couple. Bonjour Angèle. Bonjour Brigitte et bonjour Samuel, j'attends qu'il revienne. Le voilà, il arrive, il court. Non, il n'était pas fâché, c'est une boutade. Un petit problème de badge. Un petit problème de badge, voilà. D'accord. C'était juste ça. Donc, alors attendez, puisqu'il est revenu, on va d'abord lui demander la devinette. Quel est le point commun entre le mariage et le restaurant, Samuel Doc? Alors je vais passer pour un monstre, mais je dirais, c'est dans les deux cas, il faut payer après avoir consommé. C'est pas mal, je la trouve pas mal, elle est
monstrueux. Non, mais la mienne de réponse, elle est dans le même style. À peine consommé, on regarde ce qu'a le voisin, sa femme ou ce qu'il a dans son assiette. C'est pas mal non plus. Vous voyez, bon, c'est bon. Allez, Angèle, c'est à vous, on vous écoute, allez-y. Alors, du coup, moi, je souhaitais avoir des conseils de la part de Samuel et de vous, Brigitte, parce que j'ai pris il y a de ça un mois la décision de rompre avec ma copine la relation, ça faisait 6 ans qu'on était ensemble quand même. Oui. Et je l'ai pris cette décision à contre-cœur. Vous êtes connu très jeune, donc j'imagine que vous avez 23 ans, je crois. Voilà, exactement. On s'est connus, j'avais 17 ans. Elle avait plus que moi, forcément. Elle a 2 ans de plus que moi. Et donc du coup, voilà, ça a été incroyable, on va dire. Et du coup là, bon, j'ai pris cette décision là de rompre avec elle parce que depuis 2 ans, je dirais, c'est pas la joie dans notre couple. C'était pas la joie. J'avais l'impression de l'embêter plus qu'autre chose. J'avais pas d'attention de sa part. Enfin, il me semblait pas avoir d'attention de sa part. Et du coup, j'ai préféré mettre fin à cette relation pour éviter qu'on arrive à se haïr en fait. Bien et sûr, donc bien du sûr. coup, là, on fricote, on va dire, encore ensemble, on se parle, on se voit, on habite encore ensemble, pour vous dire. Et du coup, c'est bizarre parce que j'ai, après avoir mis un terme à notre relation, vu notre fille, je suis passé à l'acte avec elle. Et puis voilà, cette fille, j'ai arrêté de lui parler, j'ai plus rien fait. Et donc du coup, je veux me remettre avec elle. J'ai voulu me remettre avec du coup cette fille que j'ai connue pendant 6 ans. Elle a appris ce que j'avais fait et du coup c'est quelque chose qu'elle me reproche et elle sait pas si elle me pardonnerait un jour. Elle sait pas parce qu'elle est très rancunière en fait. Et donc du coup j'aimerais me rattraper. J'aimerais lui montrer qu'en fait voilà, c'était une erreur entre guillemets. Et donc du coup je sais pas comment faire avec elle. Je sais pas comment m'y prendre. Alors Angèle, c'était peut-être pas une erreur de la quitter. Ce qui est sûr, c'est que si elle a appris que vous avez eu une autre femme, ça a réactivé son désir pour vous, et certainement qu'elle est devenue à nouveau beaucoup plus aimable et beaucoup plus intéressante pour vous. Donc c'est pas, encore une fois. Il faudrait comprendre qu'est-ce qui fait que votre couple n'allait plus pour que vous ayez pris cette décision de partir. Parce que, en gros, désolé, je vous ai coupé, mais en gros, j'avais plus d'attention de sa part, j'avais plus de je t'aime, j'avais plus de caresses, j'avais plus de câlins, elle venait plus vers moi, en fait, c'était moi qui faisais tout le temps le premier pas pour... C'est ça, et depuis qu'elle sait qu'il y en a eu une autre, elle est revenue. Exactement. Oui. Et le fameux désir mimétique. On revient au désir mimétique. Et elle vous reprochait quoi exactement? Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que moi, je l'emmenais jamais en balade que tous les deux, parce qu'à chaque fois que on partait, c'est vrai, je voulais qu'il y ait ma famille, je voulais qu'il y ait des amis, tout le temps. Et on partait jamais uniquement que en couple. Intéressant. Pourquoi vous vouliez tout le temps qu'il y ait vos amis et votre famille? Là, c'est intéressant, c'est quelque chose. J'avais l'impression de m'embêter avec elle, en fait. Voilà. Peut-être que ça, vous voyez, ça donne déjà une première piste de réflexion, cette crainte d'être seul avec elle. Qu'est-ce qui vous laisse penser que maintenant, vous pourriez lui faire de la place et vous pourriez être seul avec elle? Merci Brigitte. Parce que ce dernier mois, elle m'a montré beaucoup. Elle m'a montré de ce qu'elle était capable de faire. Donc elle m'a fait des surprises, elle me préparait le repas quand je rentrais le soir du travail, puisque voilà, on habite encore ensemble. Et ça me fait espérer comme quoi elle a changé, quoi. Elle serait prête à faire des efforts, on va dire.
Alors, Angèle, personne ne change. Hein. En revanche, on peut changer nos habitudes, on peut évoluer un petit peu, etc. Donc, il faudrait que vous puissiez comprendre si ce qu'elle est réellement, et que ça vous la connaissez, au bout de 6 ans on connaît quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui vraiment vous pensez que vous pouvez vivre et qu'elle a suffisamment de choses qui font que vous l'aimez et que vous l'admirez et que vous avez confiance en elle et que vous pouvez partir sur un vrai projet de vie tous les deux. Après que vous ayez été voir ailleurs, vous étiez séparés quand vous avez été voir ailleurs. Donc si vous acceptez de repartir avec elle et si elle accepte, c'est à la condition que ce qui s'est passé soit oublié et que ce soit pas quelque chose qui revienne sans arrêt. Mais le souci, c'est qu'elle est très rancunière et que du coup, elle pense et elle est quasi sûre qu'à chaque fois qu'il y aura embrouille ou voilà, ça se passera mal, elle ressortira. À ce moment-là, il faut que vous preniez la décision de la quitter, mais vu comment elle réagit, je pense qu'elle acceptera de ne plus être rancunière. Vous voyez, parce que là, elle vous le fait payer. En fait, c'est ça, exactement. Vous êtes d'accord, Samuel? C'est évident, bien sûr. Parce que du coup, on va dire qu'elle, je ne sais pas si elle fricote ou quoi, parce que tout est très flou, mais elle côtoie un autre garçon, enfin elle côtoie. De ce que j'entends, c'est un collègue, un très bon collègue avec qui elle s'entend bien. Oui, elle a envie de vous le faire payer. Œil pour œil, voilà. Mais ça marche que si elle se rend compte que ça marche. Si pour l'instant, j'entends bien que vous vous sentez un peu coupable et que du coup, elle vous le fait payer encore plus cher. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Donc, et puis ce qui est compliqué aussi, c'est de pouvoir se rendre compte, comme l'a laissé entendre Brigitte un peu plus tôt, c'est que peut-être que si vous êtes allé voir ailleurs, c'est justement parce qu'il y avait des difficultés au sein du couple et que ça a fait système. Moi, j'ai déjà reçu des couples où il y avait des maîtresses, des amants, et en réalité, ces amants et ces maîtresses jouaient un rôle dans l'économie du couple. Il faut arrêter de croire, d'avoir une vision totalement moraliste du couple. Ça ne fonctionne pas. On est des êtres humains. Mais là où j'attire votre attention sur autre chose, c'est sur ces notions de passer du temps avec elle. Peut-être, je vous demande de réfléchir à ce point, Angèle, que si vous mobilisiez vos amis, votre famille, lors de ces balades, c'était peut-être parce que vous mettiez des obstacles, parce que vous aviez peur de vous attacher véritablement à elle, de la rencontrer véritablement, et ainsi, peut-être, de la perdre un jour. Quand on a peur de passer du temps avec celui qu'on aime, c'est parce qu'il y a cette crainte de l'abandon, c'est parce qu'il y a cette crainte de la séparation. Vous voyez, c'est comme si vous mettez des petites rustines, des petites murailles pour vous protéger. Mais en réalité, l'amour, c'est ça. L'amour, c'est un voyage, comme je l'ai dit tout à l'heure, une rencontre vers l'autre. Et effectivement, on n'en a pas un besoin vital pour vivre. Je veux dire, c'est pas de la nourriture, c'est pas de l'oxygène, c'est pas l'eau. Et pourtant, on en a un besoin viscéral, alors même qu'on peut perdre cet objet, cet être dont on a tellement besoin. Et ça fait peur. L'amour, c'est une forme de dépendance absolument terrible, nécessaire, belle, certes, mais sortons des clichés romantiques. Il y a quelque chose aussi d'éminemment violent, d'éminemment puissant dans le sentiment amoureux. Faites face peut-être à cette angoisse de la séparation qui est la vôtre. Je suis certain qu'il y a quelque chose qui retentit en vous du côté de la crainte de la séparation, n'est-ce pas ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est jamais anodin de rester si proche de sa famille, de ses amis. Ça montre aussi que pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas encore totalement capable d'assumer une certaine autonomie. Et vous l'avez connu quand même très jeune, hein, vous aviez 17 ans. Oui. Donc, voyez, c'est ça aussi qu'il faut que vous compreniez. C'est que dans la vie, quand même, quoi qu'il arrive, on est seul. Et puis après, on a la chance d'avoir quelqu'un avec qui on est bien. Mais malgré tout, on est seul. Et c'est cette solitude-là, peut-être, qu'il va falloir aussi un tout petit peu expérimenter. Et ce sera plus facile pour vous de savoir si c'est la femme avec qui vous avez envie d'être ou pas, si vous acceptez de prendre conscience de cette nécessité quand même aussi d'être seul. Absolument. Et comme l'a dit Brigitte un petit peu plus tôt, voilà, si elle décide d'utiliser votre infidélité comme étendard ou comme bouclier ou glaive ou que sais-je encore, elle ne bougera pas, elle ne changera pas, et ce sera à vous de savoir quand vous protéger, parce que en consultation, bien sûr qu'on reçoit énormément de femmes, mais vous comprenez, il m'a trompé, sans jamais se remettre en cause, ça ne fonctionne pas, bien sûr. Bah oui, c'est aussi de sa faute, hein, si vous avez été voir ailleurs. Et oui, totalement. En d'autres termes. Oui. Donc, si elle avait été bien, vous n'auriez pas été voir ailleurs. C'est du bon sens. Ah oui, c'est sûr. D'accord. Donc ça, il faut qu'elle soit capable de dépasser ça, sinon ça ne marchera pas.
Bon, Angel, on a dit beaucoup de choses. Vous pouvez réécouter en podcast pour bien enregistrer tout ce qu'on vous a dit. Et je pense qu'avec tout ça, vous devriez arriver à avoir un peu plus clair. En tout cas, merci de votre confiance. Ah oui, merci beaucoup. Merci vraiment. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant, toujours avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. Tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Permettez-moi de vous féliciter pour vos émissions. Je me délecte, je vous redécouvre et j'apprécie beaucoup. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Samuel Doc, qui est avec nous, psychanalyste, thérapeute et auteur de différents livres, notamment les chemins de la thérapie. C'est un ouvrage, je pense justement, je le conseille justement parce que j'ai eu récemment un message. On me demandait quelle thérapie suivre, etc., etc. Il faudra qu'on fasse une émission peut-être sur ce sujet parce qu'il y a tellement de sortes de thérapies aujourd'hui, mais c'est difficile de dire laquelle est la bonne. J'ai envie de dire, il y a les bons thérapeutes, il y a les mauvais. Et ça, c'est dans toutes les disciplines. Voilà. Emmanuel, bonjour. Bonjour à vous deux et merci de me recevoir aujourd'hui. Merci à vous d'être avec nous, Emmanuel. Alors en fait, moi, c'est une question en fait, que je voulais poser par rapport à ma situation actuelle. Oui. Donc, mariée depuis 40 ans, avec une infidélité qui a eu lieu il y a environ 4 ans de la part de mon conjoint. On est toujours ensemble. Il a mis plein de choses en place, en fait, pour retrouver, enfin pas retrouver, mais pour construire un nouveau couple, on va dire, voilà, un nouveau départ. Et moi, la question que je me pose aujourd'hui, parce que je suis un peu entre deux eaux dans ma tête par rapport à ça, c'est que je me demande pourquoi je n'arrive plus à, en fait, lui dire tout simplement je t'aime. Je suis toujours, je trouve toujours une alternative. Mais je n'arrive pas à le lui dire. Je peux pas. J'arrive pas à prononcer ces mots-là. Vous n'arrivez plus à lui dire je t'aime. Il y a combien de temps qu'il a eu cette incarpade? 4 ans et demi. Donc depuis 4 ans et demi, vous n'arrivez plus à lui dire je t'aime, tout simplement parce qu'il a cassé votre idéal de l'amour, et donc c'est plus possible pour vous de dire je t'aime. Donc c'est le travail sur votre idéal et sur vous-même qu'il faut faire. C'est pas lui. Vous voyez, là je crois que c'est vous, il me semble, hein, Samuel. Exactement. C'est quoi aimer pour vous, Emmanuel? La question est large, évidemment. Hein. Vous pouvez répondre comme vous voulez. Alors pour moi, c'est la complicité, c'est évidemment pas le mensonge, c'est les échanges, c'est prendre soin l'un de l'autre, être attentif aux besoins de l'un et de l'autre, mettre en place des projets d'avenir et être présent au quotidien. Voilà, avec des gestes d'affection, des paroles. Voilà, ça, c'est tout ça pour moi. Là. Et là, aujourd'hui, si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez votre âme, est-ce que vous avez le sentiment de l'aimer vraiment? C'est la question que je vous pose encore aujourd'hui. Parce que dire et ressentir, c'est pas la même chose. Au début, vous avez dit que vous n'arriviez pas à le dire, mais là, tout à coup, j'entends qu'en fait, vous n'êtes pas sûr de savoir si vous le ressentez en réalité. Vous n'êtes pas perdu sur votre parole, vous êtes perdu sur vos émotions. Oui, c'est ce que je me dis. Ah, voilà. Emmanuel, qu'est-ce que vous diriez comme chose par rapport à lui? Est-ce que vous lui en voulez encore? Est-ce que vous avez le sentiment que vous ne pouvez plus lui faire confiance? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a cassé quelque chose? Est-ce que vous avez l'impression que cette femme reste maintenant présente entre vous? Qu'est-ce que vous diriez? Alors, elle reste toujours présente, cette femme, puisque c'est devenu, entre guillemets, son ami, voilà, et que de temps en temps, ponctuellement, je suis amenée à continuer à voir cette personne. Je dirais par rapport à la situation actuelle que j'ai une grande souffrance toujours par rapport à ce qui s'est passé, et que cette souffrance, elle s'atténue quand même avec le temps, mais que la confiance n'est pas là. Voilà. En fait, je crois que j'aime mon mari encore aujourd'hui, hein. C'est simplement qu'il y a ce doute qui persiste, et puis surtout le fait de ne pas arriver à trouver la confiance. Mais je pense que c'est tout simplement dû au fait que j'ai été blessée, mais c'est mon amour-propre aussi qui a été atteint au plus profond, et c'est difficile, bien évidemment,
Vous savez, Emmanuel, notre amour-propre, quand il est blessé, je dis bien blessé, hein, ça fait mal et ça fait souffrir. Il y a rien de d'étonnant à ça, et c'est bien que vous puissiez le dire. Est-ce qu'il a compris à quel point ça vous a fait souffrir, à votre avis? J'ai pas l'impression qu'il comprend, en fait. Voilà, c'est plutôt la compréhension de la souffrance Mais ça c'est essentiel qu'il comprenne ce que vous ressentez et pourquoi vous n'arrivez pas à lui dire je t'aime. Parce que tant que vous vous sentirez pas accueilli dans votre souffrance, elle aura du mal à disparaître. Et je l'entends bien comme ça, parce que je vois même au quotidien, lorsqu'on se parle. Encore hier, à un moment donné, on est venu un petit peu comme un jeu à parler de l'amour qu'on a l'un pour l'autre, et puis de la petite jalousie qu'on peut avoir pour protéger celui qu'on aime. Et bien lui, son discours, c'était plutôt de dire de toute façon, on ne peut pas retenir quelqu'un qui a envie de partir, donc si tu as envie de le faire, fais-le, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et moi, de mon côté, c'est pas du tout ce que j'avais envie d'entendre. Je lui ai exprimé ça. Je lui ai dit gentiment, mais je lui ai dit, c'est dommage que tu le visualises comme ça, parce que moi, pour ma part, ce que j'aurais plutôt envie d'entendre, c'est quelqu'un qui a envie de me garder. Oui, je comprends. Oui, bien sûr. Et là, il a reformulé les choses différemment en me disant, maintenant, je vais t'attacher, je veux que tu sortes en blaguant, bien évidemment. Oui, il utilise l'humour. Il utilise l'humour pour éviter de rentrer dans un sujet où il a peur de. Mais ce qui est pas tout à fait étonnant, parce que c'est une manière aussi d'éviter le sujet. Hein. Mais je crois, Emmanuel, de toute façon, il tient à vous, sinon vous ne seriez plus ensemble. Mais le fait qu'il continue aussi à voir cette femme, même si c'est devenu qu'une amie, c'est aussi quelque chose qui réactive forcément la souffrance, parce que vous pouvez pas l'oublier totalement, vous voyez. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Mon ami. Ça, on sait. Voilà, d'ailleurs, je lui dis c'est ton ami, quand elle me dit ils nous ont invités à manger. Donc bien évidemment, je ne peux pas le laisser y aller tout seul, donc forcément je vais avec lui. Mais à chaque fois, je lui rappelle, je lui dis bien non, ton ami. Mais elle est mariée, elle aussi? Oui, elle est mariée. Oui, ça doit faire une ambiance curieuse. Son mari n'est pas au courant en plus. Hein. Moi, j'ai découvert en fait cette histoire-là, mais son mari n'est toujours pas. La personne qui le reçoit chez lui, c'est l'amant. Mais ça, excusez-moi, mais c'est un peu sordide, Emmanuel. Il faut qu'il comprenne que c'est sordide, ça. Non, là, c'est pas bon. Ah non. C'est ce que je lui explique par différents moyens. On avait mis en place. J'avais mis en place l'aide avec une thérapie de couple, mais il a fui ça très vite, parce qu'en fait, ça l'a renvoyé déjà à ses souffrances personnelles. Donc, c'était très douloureux, parce qu'il a vécu des choses difficiles dans son enfance. Et en même temps, je pense qu'il avait du mal à affronter ce qu'il avait fait et ce qu'il m'avait fait, et de voir la souffrance que ça avait occasionné. Donc, il a préféré fermer les yeux. Alors, écoutez, je pense qu'elle a quelque chose que je n'ai pas et qu'il recherche chez elle, et que je ne peux pas lui donner, parce que je ne sais pas Non, mais Emmanuel, c'est elle, et vous, c'est vous. Moi, le conseil que je vous donne, c'est que de toute façon, c'est vous qui êtes avec lui, et c'est avec vous qu'il reste. Le conseil que je vous donne, c'est d'aller travailler, vous, toute seule, pour que vous puissiez dépasser cette souffrance qui vous ronge, pour que vous soyez un petit peu plus indifférente, tout en gardant l'affection et l'amour que vous avez pour votre mari. Je ne vous dis absolument pas de le quitter. Je dis juste que vous appreniez à vous retrouver vous-même, et vous verrez que à ce moment-là, vous arriverez à pardonner et vous vous sentirez mieux. Mais ça peut se faire qu'avec quelqu'un, je crois. Hein, je suis absolument d'accord, Brigitte, et je pense qu'il faut d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer l'autre. Alors ça a l'air d'être tout simple, mais en vous écoutant, je me rends compte que ça peut être très dur pour certains, parce que Brigitte a raison, la situation est terrible. Aller à une soirée où il y a eu une coucherie avec cette dame de votre mari, et il est resté ami, et le mari de cette dame n'est pas au courant, ça fait beaucoup de non-dits, ça fait beaucoup de mensonges. Donc là, oui, là vous avez raison, prenez soin de vous.
vous méritez de vous protéger aussi, de protéger votre cœur. Là, je peux être que d'accord avec Brigitte. Là, il y a urgence à ce que vous preniez soin de vous. Voilà, et ça, vous allez voir, ça va vous permettre à trouver la maturité nécessaire pour dépasser ça. Oui. Et ensuite, ça ira mieux dans votre couple de toute façon. Il faut vraiment ne traînez pas, prenez rendez-vous et allez travailler ça avec quelqu'un. Oui. Merci en tout cas de votre confiance, Emmanuel. On va faire une petite pause. On va se retrouver pour le Love Conseil et on va parler de la fréquence de la sexualité dans un couple, justement pour que ça dure. On va tester un jouet et puis on va vous redonner la parole, bien sûr, sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, à quelle fréquence, Samuel Doc, un couple de longue date devrait-il encore faire l'amour ? Vaste question, mais je vais y répondre et vous allez m'aider. Alors déjà, le nombre de rapports sexuels va diminuer au fil des années de couple en général. C'est fini l'époque où les amants ont envie, besoin de faire l'amour tous les jours, quand c'est pas plusieurs fois par jour. Cette période du début, elle est propice à la sexualité, mais elle ne dure pas. Maintenant, on l'a dit depuis le début de l'émission, il faut maintenir de l'intimité et de préférence aussi du sexe, parce que sinon l'un ou l'autre pourrait aller chercher ailleurs le sexe qui lui manque dans la relation, et ça on le sait très bien. Oui. Néanmoins, si le sexe est moins présent, il faut que l'intimité, c'est-à-dire la tendresse, soit largement là pour compenser. C'est-à-dire qu'on ait toujours envie de se toucher, de s'embrasser, voilà. Alors après, plusieurs paramètres vont jouer dans la fréquence de la sexualité. D'abord, l'âge des partenaires. Faut quand même le dire, plus on est vieux, plus la pulsion sexuelle brute diminue, et la longévité du couple. Mais il va y avoir aussi les besoins de l'un et de l'autre, parce qu'on sait que la libido de chacun est différente, et généralement c'est les hommes qui ont plus de besoins. Mais malheureusement, il ne faut pas non plus que la femme se sente obligée de satisfaire tous leurs désirs. Bref, ça se négocie, et en général, quand on trouve une bonne harmonie qui convient aux deux, ça permet d'avoir des rapports sexuels plus souvent et plus longtemps. S'il y en a un des deux qui se sent frustré, ou un des deux qui en a marre parce que c'est toujours se sent obligé, ça va faire diminuer la sexualité. Vous êtes d'accord avec ça ? À 100%. Bon, alors il faut remarquer aussi que pendant les vacances, en règle générale, la sexualité reprend un peu le dessus, ce qui est plutôt bon signe. Si ça ne reprend pas pendant les vacances, donc on est bientôt en vacances, attention, danger, ça veut dire qu'il y a quelque chose un peu de cassé. Alors, sans tenir pourtant une comptabilité, organisez quand même des rendez-vous de rapports sexuels entre vous. Moi, j'ai tendance à dire 2 fois par semaine avant 40 ans, une fois jusqu'à 60 ans, et puis au moins une fois tous les 15 jours ou au moins une fois par mois après 60 ans, et bien sûr plus, si vous avez envie, ne vous privez pas. Voilà ce que je peux donner comme conseil. C'est tout à fait tenable, que ce soit sur le plan psychanalytique ou neurophysiologique. Je pense que vous avez complètement raison. Et merci pour ce Love Conseil qui est précieux, je trouve, et qui va rassurer beaucoup de vos auditeurs, parce que dans cette société de quête de performance, on se met parfois la barre beaucoup trop, de manière irréaliste. Et là, je crois que vous faites un vrai cadeau aux auditeurs. Non, mais franchement, ça remet l'église au centre du village, comme on le dit. Après, encore une fois, c'est une norme. Ça ne veut pas dire qu'il faut être comme je viens de le dire, mais ça permet de donner des repères. Voilà. Et je crois qu'on est dans une société qui, à force de manquer de repères, finit par se perdre. Ah oui. N'est-ce pas, et on ne pense à rien du tout. Bonjour Annabelle. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Annabelle. Merci d'être avec nous Annabelle. Merci à vous de me recevoir. Donc vous avez reçu ce stimulateur clitoris connecté Thrilling Joy de la marque Satisfyer. Je le montre. Il est presque assorti à votre chemise, Samuel Doc. Oui. Voilà. Alors par contre, je sais pas trop comment on l'utilise, Annabelle. Je compte sur vous. Eh bien, en fait, je n'ai pas utilisé l'application parce que je n'aime pas le concept. D'accord. Je suis d'accord avec vous d'ailleurs. Moi, quel concept ? On se sert de son téléphone pour faire marcher le jouet. Ah oui, d'accord. Okay. C'est ça. Oui, c'est tout à fait ça. Ok.
Et du coup, en fait, alors je trouve qu'il est très bien parce qu'il tient bien dans la main. Au niveau de l'ergonomie, ça a été bien travaillé. Et la petite tige, elle est assez douce, donc c'est pas trop agressif pour le clitoris. Et en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser. Alors, ce qu'il y a de bien, en effet, c'est une sorte de tube, si je puis dire, un peu ovale, et puis qui se termine par une toute petite tige. Et il a l'avantage qu'on peut mettre, alors tout vibre, à peu près de la même manière. Et donc, on peut utiliser ou la tige, ou le gros bout, ou on peut l'introduire, ou on peut l'utiliser sur la vulve. Enfin, on en fait ce qu'on veut. Vraiment, exactement. Et c'est pas mal parce que c'est vrai que j'allais dire, il peut se glisser où on veut, comme on veut. C'est ça. Parce qu'au début, effectivement, il est présenté comme un stimulateur clitoridien, mais du coup, j'ai pu l'introduire dans le vagin pour travailler le point G. Et vraiment, moi, je l'ai beaucoup aimé. Et puis, en plus, ça démarre avec des vibrations assez douces. Et puis après, évidemment, comme toujours, ça augmente. Voilà. Exactement. Et puis des fois c'est un rythme régulier, des fois c'est des petites vibrations, ça s'arrête, ça reprend. Enfin il y a différents tempos. Ça s'en va et ça revient. Bon, écoutez, moi je trouve assez mignon. Oui, je suis assez d'accord. Bon là j'arrive comme d'habitude, j'ai du mal à l'éteindre, j'appuie longtemps. Voilà. Alors il est petit. Et du coup, c'est facile à transporter. N'est-ce pas? On peut le mettre dans le sac à main, et voilà. Bon, maintenant, cela dit, dans les transports en commun, pas sur l'oreille, peut-être. Moi, je pensais plus aux vacances. Enfin, voilà, c'était. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il est très mignon. On le trouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Ça, j'avais oublié de le dire. Et quelle note vous lui donnez, Annabelle? 8 sur 10. Très bien, 8 sur 10 pour ce stimulateur clitoris connecté Twirling Joyce, la marque Satisfyer. 8 sur 10 et vous le retrouvez sur ruedesplaisirs.com. Oui, ça vaut le coup éventuellement de se le procurer. Merci beaucoup Annabelle. On continue avec Jacques qui nous a rejoint. Bonjour Jacques. Bonjour Brigitte et bonjour Samuel. Bonjour Jacques. Je vous appelle parce que je me suis reconnu tout à l'heure, curieusement, chez une de vos intervenantes qui disait que depuis 18 ans, elle vivait une passion qui grandissait. Wow. Et moi, avec l'homme que j'ai rencontré il y a 21 ans, c'est exactement ça. Et ça me fait plaisir parce que comme j'entends trop souvent des gens, alors pas à l'antenne, mais qui disent que les couples homo ça tient pas, c'est pas vrai. Et à chaque fois je dis c'est pas vrai. Vous en êtes la preuve. Effectivement, ça peut arriver. Je me rappelle maintenant, vous me faites souvenir que mon psy, il y a 30 ans, me disait, chez les hétéros, il y a l'affectif est plus facile, et chez les homos, chez les gays, le fantasme peut se vivre plus fréquemment, souvent, facilement. Mais l'affectif, c'est pas si facile. Bon. Oui. Mais nous, ça a été très facile. Je suis touché parce qu'il me dit, lui, il a 15 ans de moins que moi. Bon, quand je l'ai rencontré, j'avais déjà un certain âge qui me faisait penser que le vagabondage sexuel, il fallait peut-être y renoncer avec grâce et puis passer à autre chose. Et puis, je suis tombé sur lui. Et il me dit maintenant, je t'aime comme au premier jour. Mais moi, je lui dis, vous aviez quel âge alors quand vous avez... Je t'aime beaucoup plus. Quel âge vous aviez quand vous le rencontrez? Pardon. Quel âge vous aviez quand vous le rencontrez? J'avais 52 ans et lui 36. Oui. C'est des âges où on peut former un couple qui va durer, oui. Oui. On a déjà vécu, vous aviez vécu beaucoup l'un et l'autre, j'imagine. Non, lui pas tellement. Lui pas tellement, bizarrement, très tardif dans une famille catholique. Bon, bref, moi j'avais un peu voyagé, j'avais eu quelques relations, mais bon, voilà, j'étais pas malheureux d'ailleurs, mais bon, je suis tombé sur ce type merveilleux et on s'est parfaitement complété sur beaucoup de plans. Quelque chose d'autre me vient à l'esprit, c'est quand on dit comment lutter contre la routine, faites des repas aux chandelles, et nous on aime cette routine, on a une routine merveilleuse parce que comme vous en parliez il y a quelques minutes de la fréquence des rapports sexuels, effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, j'ai dépassé donc les 60 ans depuis longtemps, et on a l'amour, on le fait par la tendresse et l'intimité. Bien sûr. Alors, bon, voilà, qu'on aboutisse ou qu'on n'aboutisse pas une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, pour nous, ça n'a pas de, on n'a pas de besoin de sexuel obsessif. Voilà.
Moi, j'aime bien ce que vous dites, Jacques. Merci. Oui, quel beau phrasé. Vous dites, j'ai renoncé au vagabondage sexuel avec grâce. Qu'est-ce que c'est joliment dit, ça, Jacques. C'est très, très, très bien dit. C'est beau. Tiens, peut-être ça va moins bien marcher. Bon, passons à autre chose. Et, ouais. Mais ça, Jacques, et je peux parler aussi de mon propre vécu. Quand on a eu beaucoup de sexe avec plein de gens différents, on sait très bien que 9 fois sur 10, c'est pas tellement top. Et puis qu'une fois sur 10, c'est bien, mais bon, si on a du bien à la maison, ça va. Hein. Oui. Et ce que vous dites me touche beaucoup parce que je trouve en lui, et de plus en plus, depuis plus de 20 ans, tous les fantasmes que j'ai vécus, mais ils sont devenus vrais. On est dans la vérité. Et c'est la splendeur du vrai, quand c'est vrai. Oui. Quand c'est pas un théâtre sympathique qui nous fait jouir, c'est bon, très bien, ok. Moi, j'étais steward Air France, je suis allé dans les saunas de New York, San Francisco et autres et partout. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que comme il allait souvent dans sa famille en province, je lui disais, tu sais, moi, j'ai besoin d'un peu de jeu. Je vais continuer un peu aller dans les boîtes quand tu n'es pas là, mais ce serait comme aller au cinéma. Et puis, ce qui est merveilleux, ce que je trouve, c'est qu'on est devenu exclusif. Au bout d'un certain temps, je ne voyais plus du tout l'intérêt de sortir. On est très bien ensemble. Je lui ai apporté beaucoup. Il m'a apporté encore plus. Et voilà ce que je peux dire. Mais c'est l'amour qui nous donne le sentiment d'être éternel. Hein. C'est ça l'amour. Ouais. Enfin bon, après. On ne sait jamais ce qui peut se passer, etc. Mais vous êtes ensemble, voilà, et ça vous paraît évident que c'est pour l'éternité, quoi. Oui, mais ce que vous venez de dire me fait penser à ce que disait la reine d'Angleterre à la mort de Philippe. Elle a dit le chagrin est le prix qu'il faut payer pour l'amour. Mais oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'issue de l'amour véritable, c'est le deuil. Oui. Et vous me permettez de dire une chose très importante, Jacques, grâce à ce témoignage, c'est que souvent quand les gens me consultent pour leur couple, ils ouvrent la première séance en disant « mais c'est normal, ça fait tant d'années qu'on est ensemble, c'est normal qu'on s'aime moins ». C'est pas vrai. Et ça, l'émission de Brigitte, je crois, le montre avec beaucoup de brio, c'est que l'amour véritable, il grandit. Moi-même, je le pense. Moi, Brigitte a parlé de son histoire, moi aussi. Moi, je suis depuis 15 ans avec mon conjoint et l'amour grandit, en fait. Plus on le connaît, plus on le comprend, plus on l'aime et plus on a envie d'explorer et on peut s'autoriser justement à explorer certaines rêveries érotiques. Ça, je suis d'accord avec vous aussi. Voilà, Brigitte a très bien dit les choses. Oui. Sans forcément les formuler, tout ça se passe... Oui, on crée un autre langage. Il y a un langage d'âme à âme, on pourrait dire. D'âme, absolument. Et puis, alors, ce qu'il faut aussi, intelligence, sensibilité, un peu d'humour. Souvent, il me dit, il est très drôle. C'était un garçon plutôt inculte, on va dire. Et moi, j'étais plutôt le mec cultivé, un peu plus âgé, mais il a une telle sensibilité qu'il fait vivre ma culture, entre guillemets. Hein. Je lui ai montré des choses, et puis il avait souvent des réflexions formidables. Et puis, en ce qui concerne l'humour, souvent le matin, il dit un truc très drôle. Et ma journée est déjà faite. Et je lui dis, alors, qu'est-ce qu'il vous a dit ce matin ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ce matin ? Alors, faites-nous rire un peu, qu'on en profite un tout petit peu de votre... On a un ami qui porte des armoires qui comporte plusieurs croissants, qui est un petit noble, on va dire, et qui a parfois rencontré un Africain ou des Méditerranéens. Il a dit, il a ajouté au croissant de ses armoiries un pain au chocolat et quelques loukoums. Oui. Voilà. Merci beaucoup de votre témoignage, Jacques. Merci vraiment. On fait une petite pause. Il est déjà temps de conclure, mais merci à tous. On avance. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous. Merci Samuel. Je suis très heureuse de l'émission que nous faisons ensemble sur ce couple si difficile à construire, à maintenir. Moi, encore une fois, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec le témoignage de Jacques, moi j'ai divorcé cette année, hein, donc j'ai pas non plus réussi à faire durer mon couple. Et pourtant, je croyais que c'était possible. Hein, donc voilà. Hein, je crois que c'est pas si simple et que parfois il vaut mieux en effet se séparer, voilà. Mais si on s'aime et qu'on a envie de le faire durer, il faut être très 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 vigilant, voilà. Et merci à tous parce qu'on a eu des témoignages formidables. Chantal, bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Merci de me recevoir et bravo pour vos émissions. Toujours très positives, constructives et intéressantes. Et bravo à vous parce que vous êtes en couple depuis 28 ans, hein, c'est ça ? Exactement, un deuxième couple. J'ai divorcé, j'ai eu un premier mariage qui a duré 12 ans, qui m'a donné 4 beaux enfants. Et puis je me suis séparée de mon mari et je me suis remariée avec des hauts et des bas, beaucoup d'amour. En fait, ça a démarré par un énorme coup de foudre. Donc la volonté d'avancer a toujours été là. On s'est fait accompagner et séparément et ensemble. Et pour moi, il y a une notion hyper intéressante, c'est de pouvoir être soi-même et de ressentir de la sécurité dans la relation et que chacun se sente vraiment à 100% responsable de ce qu'on met dans la relation. Je suis bien sûr d'accord. C'est ce qu'on d'accord. a dit et effectivement, on vous rejoint complètement. C'est ce qu'on a développé tout au long des chemins de cette émission. Oui. Mais est-ce que, quand même, parce que bien sûr, se sentir soi-même, mais est-ce qu'au fond, c'est pas déjà un travail qu'on a fait soi en amont, se sentir soi-même ? Est-ce que c'est pas dans le couple qu'on va, au contraire même, je dirais, le couple va peut-être abîmer ce fait de se sentir soi-même, parce que par amour, on a tendance un petit peu à se modifier, si je puis dire. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et ensuite, il faut que l'autre nous reconnaisse. Et ça, c'est peut-être ça qui fait que souvent ça va pas bien. C'est-à-dire, je veux dire que par là, que votre compagnon, il vous reconnaît tel que vous êtes et il vous accepte tel que vous êtes. Et c'est ça qui fait que ça dure, non ? Exactement. Il a eu du mal. Il a eu du mal et on a eu du mal tous les deux. Mais c'est vrai que le fait d'avoir eu accès à ce qu'on était dans notre essence chacun, en ayant surmonté nos blessures d'enfance et qui sont toujours un peu activées en couple par l'autre, hein. C'est souvent l'enfant blessé qui surgit dans les situations de conflit, etc. Et je pense qu'avant tout, c'est de se donner le droit soi-même d'être soi-même. Il faut se connaître pour ça, mais il faut un peu l'imposer, si je puis dire, dans le couple et se sentir en sécurité, en étant sans filtre, en fait. Oui, mais voyez, on Chantal, doit toujours composer. Oui, mais je me permets, excusez-moi, de vous couper pour parler un tout petit peu de moi. Le problème, on est soi-même, d'accord, mais quand on est un petit peu vulnérable et qu'on pense qu'on peut le montrer à l'autre et que l'autre en profite, c'est là où le bas blesse. Tandis que vous pouvez montrer votre fragilité et vous sentir soutenu à ce moment-là. Et c'est ça qui fait qu'un couple va pouvoir durer, parce que c'est bien gentil d'être soi-même, mais si l'autre ne nous voit que comme quelqu'un d'infaillible ou de différent de ce que l'on est, obligatoirement à un moment donné le couple ne pourra plus durer. Vous voyez, et c'est pour ça qu'il faut 2 personnes matures qui se rencontrent et qui ont quand même un petit peu fait un travail sur elles-mêmes pour que le couple dure, ou alors, oui, j'entends bien que chez vous c'est le cas, ou alors un couple très fusionnel qui se complète dans ces 2 blessures et qui finalement s'appuient l'un sur l'autre. Mais sinon, je crois qu'à un moment donné, la réalité nous rattrape, non ? Oui, forcément, et ça nous a rattrapé à maintes reprises jusqu'à être au bord de la rupture à certains moments, mais on a toujours eu tous les 2 et j'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de mon mari qui a été toujours un peu tracté dans les démarches d'aide pour notre couple, mais qui a accepté et notamment on a fait un stage Imago il y a 1 an et ça a été extraordinaire. Oui. Souvent c'est comme ça d'ailleurs. Moi je vois avec les patients que j'ai, souvent c'est la femme qui demande une thérapie conjugale ou une médiation conjugale et le mari suit. Après là où je rejoins Brigitte par rapport à ce qu'elle disait précédemment, c'est que il faut entendre surtout que soi-même, c'est jamais une chose achevée. Toute notre vie, déjà à l'échelle individuelle, on se cherche, on ne se trouve pas comme une chose terminée, finie, achevée. On grandit constamment et c'est pour ça que ce terme de reconnaître, il est important parce qu'on va se répéter, se reconnaître, se recheminer, rejoindre l'autre dans quelque chose de constant. Rien n'est jamais achevé. Quand les choses sont achevées, ça rejoint le témoignage, vous avez entendu un peu plus tôt, de Marlène, où les choses étaient complètement statifiées, vitrifiées. Ouais. On évolue tout le temps. Et il ne faut pas chercher à figer l'autre, mais à évoluer avec lui.
Et ne pas le laisser, là je suis d'accord avec Brigitte, ne pas le laisser se nourrir de notre vulnérabilité, surtout pas. Ouais, non, mais je dirais, j'avais envie d'ajouter que c'est justement en osant se montrer mutuellement nos failles et nos vulnérabilités que notre relation a changé. Absolument, mais parce que vous avez fait... On reçoit d'ailleurs Claude Parisot jeudi prochain qui travaille beaucoup sur Imago. Et vous avez raison, Imago, mais ça ne peut fonctionner qu'entre deux personnes qui sont à peu près claires avec elles-mêmes. C'est vrai, c'est un peu la cerise sur le gâteau de notre travail. Voilà, sinon ça ne marche pas, la méthode Imago, contrairement à ce que... pensent ceux qui le font. Mais vous, ça a marché. Et merci Chantal pour ce terme que vous avez utilisé de gratitude. Moi aussi, j'ai réagi. Vraiment, c'est tellement beau. C'est un outil puissant, la gratitude. Oui, mais ça dit tout, quoi. Quand on a de la gratitude pour son conjoint et qu'il en a pour nous, qu'est-ce qui peut se passer, quoi? Qu'est-ce qui peut arriver? Exactement, la confiance, le sentiment de sécurité et on avance et on accepte les choses de la vie qui sont pas toujours drôles ni faciles, mais quand on le veut tous les deux et avec beaucoup de maturité comme vous disiez, on y arrive. Oui, c'est ça, la maturité. Et puis la rêverie aussi. Peut-être que ça parle de cela, parce qu'on parle là de soi-même. Soi-même, c'est une rêverie. Et parfois, lorsque je reçois des patients, il faut être un peu pratico-pratique pour ceux qui n'ont pas la même chance que vous, Chantal. Moi, je les invite à retrouver cette rêverie, c'est-à-dire à aller se promener ensemble et de ne pas essayer de parler forcément des sujets lourds du quotidien, de la politique ou que sais-je encore, mais simplement de laisser parler leurs rêveries, leurs idéaux, leurs fantasmes personnels. Tiens, où est-ce que tu aimerais partir? Comment est-ce que tu te projettes? Comment est-ce que tu te vois? Sans forcément, vous voyez qu'il y a une pression, mais simplement une reconstruction, une rencontre de psyché à psyché, d'imaginaire à imaginaire. Moi, je me revois avec mon conjoint pendant le Covid, où on rêvait des voyages que nous ferions lorsque le pays serait à nouveau ouvert. Et tout à coup, tac, une élaboration se rejoint. Et là, on construit quelque chose parce que nos rêveries se mettent à l'unisson. Et je vais juste, Chantal, je vais juste vous poser une question qui est pas du tout piège, au contraire, bien au contraire, hein. Mais c'est pour faire écho à ce que nous disait tout à l'heure un très joli témoignage de Fabienne aussi, qui disait qu'elle préférait rester seule. Donc vous, Chantal, vous êtes en couple depuis 28 ans. En quoi c'est mieux d'être en couple que d'être seule? Pour ceux qui nous écoutent. Je pense que la vie de couple, même si elle est très difficile, elle permet de partager. Enfin, moi, je me sens un être sociable et je crois que l'être humain l'est. Et il y a quelque chose de très doux dans la vie de couple quand elle est harmonieuse, bien sûr. Mais je crois que pour vivre harmonieusement en couple, il faut être capable de vivre seul. Enfin, faut se sentir capable dans l'idée de vivre seul. Parce que je crois que si on n'est pas bien avec soi-même, c'est difficile d'être bien en couple. Et est-ce qu'on pourrait dire, parce que ça c'est quelque chose que j'avais découvert quand j'étais en couple, quand on a une bonne nouvelle, on a quelqu'un à qui on peut tout de suite la dire. Est-ce que vous diriez ça? C'est joyeux ça quand même. C'est beau. Très très beau. Se réjouir ensemble ou pleurer ensemble quand il y a des raisons. Ça c'est moins drôle. De pleurer aussi. Là, c'est moins drôle, mais la vie n'est pas toujours drôle. C'est un peu comme c'est un livre, un couple. On écrit cette histoire à deux, cette nouvelle dont parle Brigitte à deux. On devient un peu le biographe de l'autre. On est une sorte de mémoire aussi, de mémoire incarnée. C'est puissant. C'est vrai. Et quand on se retourne et qu'on voit tout le chemin parcouru, c'est quand même assez merveilleux et chouette. J'en ressens beaucoup de fierté. Eh ben, vous pouvez, Chantal. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre témoignage. Et merci à vous, Samuel Doc. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses qui vont aider ceux qui cheminent comme ils peuvent. Et de toute façon, on l'a compris, hein, c'est pas un long fleuve tranquille, la vie de couple. Absolument. Et moi, je vous remercie, Brigitte, parce que je crois, et tous les auditeurs seront d'accord avec moi, que vous offrez encore une fois aujourd'hui un territoire à explorer en dehors de toute morale, en dehors de toute idéaux, de tous les idéaux sociaux. Vous apprenez en fait chacun à écouter son cœur et le fait qu'il n'y ait pas de règles, si ce n'est celle que nous dicte notre âme. Donc merci pour ça, Brigitte, c'est magnifique. Merci Samuel Doc. Merci à tous. Demain, nous serons avec Arthur Vernon. On va revenir sur le libertinage. Et puis tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevan, bien sûr. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.